Cette histoire va nous conduire au-delà du cercle polaire, de Moscou jusqu'à l'île Liakovski, perdue dans l'océan glacial arctique au milieu de la mer de Laptiev. Si les mammouths ont disparu depuis bien longtemps, en revanche, on retrouve régulièrement leurs défenses, leurs squelettes et même parfois leurs corps congelés. C'est dans le sol gelé de la Sibérie que l'on observe le plus grand nombre de découvertes exceptionnelles. Selon les estimations de certains scientifiques, il pourrait renfermer les restes d'environ 10 millions de mammouths. Depuis l'interdiction de la chasse à l'éléphant, la Russie détient le monopole de l'ivoire. À 6000 km des sites de recherche du Grand Nord, Nikolai commercialise depuis la capitale russe l'ivoire de mammouth. Son travail consiste à trouver des clients en Asie pour vendre de l'ivoire brut, mais aussi à faire fabriquer en Russie et en Chine des objets de toutes sortes avec cette précieuse matière première. Ces défenses mesurent 3,80 m. Elles pèsent 100 kg. Son prix est de 250 à 300 $ le kilo. L'extrémité de celle-ci dépassait à l'air libre. Et avec l'érosion, il a commencé à se désagréger et à s'effriter. C'est une défense de collection. Cette défense vaut environ 1000 $. Elle n'est pas très longue, mais elle pèse quand même 10 kilos. Mon business est tout à fait légal, mais pour expédier un seul chargement d'ivoire, je dois remplir 50 formulaires différents. Évidemment, d'autres tentent de faire de la contrebande. Dans ces sacs, il y a pratiquement plus d'1 tonne de fragments d'ivoire, de toutes les qualités. Ce business n'est pas simple. Mais nous travaillons avec l'ivoire de mammouth pour sauvegarder les éléphants d'Afrique. Nous retrouvons Nikolai dans son bureau de Moscou en tenue d'homme d'affaires. Il passe son temps entre son ordinateur et ses nombreux rendez-vous. J'ai été le premier à vendre de l'ivoire de mammouth ainsi que des ossements paléontologiques sur Internet. À 50 $ le kilo en moyenne, ça fait un marché annuel de 50 tonnes qui rapporte 2 500 000 $ de chiffre d'affaires pour toute la Russie. Moscou et Hong Kong sont mes villes préférées. Tout se passe rapidement, avec dynamisme. Le business en Russie n'est pas facile, mais tout est possible. Ce que je fais me rapporte de bons bénéfices. Nikolai est toujours pressé. Pour aller plus vite, il n'hésite pas à emprunter la voie ferrée des tramways. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son associé, le paléontologue Dimitri, qui organise les expéditions dans les zones désolées de l'Arctique. Je vous présente Dimitri, un de nos meilleurs paléontologues. Ses intérêts sont scientifiques et financiers. Nous nous sommes associés car nous sommes complémentaires. Ce crâne de mammouth pèse environ 90 kg. Il devait supporter une paire de défense de 90 kg chacune. Ce squelette a été découvert sur l'île Liakovski. Tous ces ossements proviennent d'un seul animal.
Ce sont les gens du Grand Nord qui trouvent cela. Ils gagnent ainsi leur vie et parfois rapportent des pièces qui font avancer la science et qui alimentent les collections des musées. Tous ces os sont des fragments de squelettes de mammouth. Ces ossements ont été traités pour éviter l'altération de l'air ambiant. Bien entendu, tous les musées du monde désirent posséder un squelette entier de mammouth ou de dinosaure. Фабрика запретила Америке нейтронные бомбы выпускать. Тоже правильно. Да это не над тобой хохочет, успокойся. Все. Вот. Le mammouth laineux est un des animaux emblématiques des temps préhistoriques. Il s'est adapté en Sibérie et a disparu il y a quelques 10 000 ans, à l'exception de quelques spécimens qui ont survécu sur une île au nord-est de la Sibérie jusqu'à 3700 ans avant notre ère. Cette découverte allonge de 6000 ans son existence. Ce mastodonte, témoin de l'époque des chasseurs paléolithiques, a donc vécu jusqu'à l'époque des pharaons d'Égypte. Nous sommes à Tixi. Cette petite ville stratégique, située au bord de l'océan glacial arctique, a eu son heure de gloire à l'époque soviétique. Dans les années 40, la population de Tixi dépassait les 42 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a moins de 10 000. Cette bourgade du bout du monde est le point de départ de l'expédition de Dimitri. Plusieurs tonnes d'équipements sont chargées dans un hélicoptère militaire. Dimitri doit rejoindre l'île Liakovski, où son équipe est déjà au travail depuis 2 semaines. Les conditions météorologiques sont bonnes et il leur faut 2 heures de vol pour franchir au-dessus de la mer les 250 km qui les séparent de leur objectif. L'hélicoptère est plein à ras-bord d'équipements divers et de vivres. L'heure de vol coûte 1 000 $. Tout est calculé pour qu'il y ait le moins de rotation possible. Nous avons déjà fait une bonne récolte de défense. On vous attend pour la suite. Nous avons quelques problèmes avec l'engin tout-terrain. À vous. Nous sommes prêts pour l'atterrissage. À vous. L'hélicoptère se pose sur le sol boueux de l'île Liakovski. Pour effectuer une expédition sur cette île, il faut tout d'abord obtenir l'autorisation du pouvoir local et l'accord du ministère des Ressources naturelles. C'est dans ces baraquements sommaires que les chasseurs d'ivoire séjournent pendant les 2 mois d'été. Si Dimitri organise ses expéditions pour récolter l'ivoire des défenses, il n'en demeure pas moins un scientifique passionné. Il sait que cette île renferme un des plus importants cimetières de mammouths du monde.
Il y a très longtemps, ici, en été, il y avait une steppe très sèche, sur laquelle poussait une grande quantité d'herbes, constituant ainsi une immense prairie. En hiver, la neige tombait en abondance et recouvrait toute la végétation. Grâce à leurs immenses défenses, pareilles à une charrue, les mammouths pouvaient déblayer la neige pour trouver leur nourriture. Là où l'on découvre beaucoup de cadavres, cela signifie qu'il y avait une vie intense. Ici, nous pouvons observer la dégradation du sol produite par l'écoulement de l'eau lors du dégel. Ce que l'on pourrait considérer comme de la saleté, c'est en réalité de la terre glaise propre, qui provient de la fonte de la glace. Avec l'érosion, le sol gelé fond, s'effondre, et souvent les extrémités des défenses émergent du sol. Les extirper du permafrost est un travail harassant. Voilà, j'ai réussi à me dégager. Aujourd'hui, plusieurs équipes partent chacune de leur côté le long des côtes gelées. Nous partons pour observer les côtes. On se séparera en 2 équipes. Nous allons naviguer le long du rivage. Et si l'on voit quelque chose dépasser de la glace, on le notera sur la carte pour revenir plus tard avec le matériel nécessaire. La journée ne fait que commencer. Fedia, le chef de la base, emmène Dimitri sur les lieux d'une trouvaille extraordinaire. Il y a 2 semaines, une défense a été découverte le long de la côte. L'érosion a fait son travail. Il est maintenant possible de la libérer totalement de sa gangue de glace et de boue. Pour cela, Fedia a apporté le matériel indispensable. À cette phase de l'extraction, une motopompe va permettre d'envoyer de l'eau de mer sous pression pour faire fondre la glace qui emprisonne la défense. Les hommes, chaussés de leurs seules bottes en caoutchouc, doivent escalader la falaise de glace et de boue. Le travail est délicat. Des surplombs de terre instables menacent à tout moment de s'effondrer au-dessus de la tête des chasseurs. Et à ce stade des opérations, il ne faut pas endommager l'extrémité de la défense. Arrosée d'eau et nettoyée, la défense laisse apparaître sa superbe couleur. Il faudrait qu'on revienne avec d'autres moyens techniques pour voir ce qu'il y a derrière dans la glace. Parfois on en trouve une par jour, ou plusieurs, mais parfois rien du tout. Cette défense est très belle. Il est rare qu'on en trouve de pareilles. Nous avons eu beaucoup de chance.
Cette défense de collection pèse plus de 80 kilos. Elle est rapportée avec précaution à la base et ensuite enfouie sous le sable avec les autres pour la protéger d'une altération par l'air libre. Pour les chasseurs, le repas du soir est l'occasion de se réunir pour échanger des impressions sur leurs découvertes et sur les événements de la journée. Ты мне намазал, мне намазал. Скромнее надо быть нашим. Ну как, шел я... Сколько мы прошли километров? Километра 4. 2. On marchait à peu près à 2 km de la base, au niveau du premier torrent. В первом ручье. Une défense dépassait du sol de 20 ou 30 cm. Торчало там, сколько, может, сантиметров 20-30, да, торчало. Ну там вначале где-то вот такой где-то. Elle avait un diamètre important, Вот где Самара. mais l'extrémité était déjà abîmée par l'érosion. И он, знаешь, уже Malgré ça, пошарпанный уже так. je pense que c'est une belle pièce. Как выпаришь его долго, вот оно уже коррозией как покрывается. Торчит, вот. Une autre dépassait de 50 à 60 cm, et le reste est pris dans la glace. В мерзлоте, да. Он торчит, вот так вот торчит. Je pense que si on attend, Он наклоненный, потому что тут on pourra там l'extraire facilement. метров 15. En 1750, un marchand du nom de Liakov découvre, non loin des côtes de l'océan glacial arctique, des îles recouvertes d'ossements. En son honneur, ces îles sont baptisées la Grande et la Petite Liakovsky. Il obtient du tsar le privilège exclusif d'y exploiter l'ivoire de mammouth. Dès lors, les expéditions et les découvertes se multiplient. La plupart des spécimens sont aujourd'hui visibles au musée zoologique de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Staline lance le mot d'ordre « Il faut civiliser le Nord, riche en matières premières ». Par vagues successives, des hommes et des femmes partent pour le Grand Nord. L'URSS dépense sans compter pour construire des villes nouvelles et des ports pour ouvrir la voie maritime du Nord-Est. Elle est importante non seulement pour la Russie, mais aussi pour le commerce international, car c'est le plus court chemin reliant l'Ouest à l'Est. De nombreuses expéditions de géologues et de géographes sont organisées sur la plupart des îles de l'Arctique russe. Ces hommes deviennent les héros de cette époque, car sans leur enthousiasme et leur courage face à l'inconnu, le Grand Nord n'aurait pas eu à cette époque cette importance. Ils créent des bases polaires et de radionavigation. Ils réalisent des forages, installent des balises et relancent la recherche scientifique liée aux mammouths. De nouveaux spécimens sont trouvés et ramenés dans les musées nationaux. C'est grâce aux premières expéditions polaires russes et soviétiques que Dimitri et son équipe ont aujourd'hui la possibilité de se rendre ici, à 6 fuseaux horaires de Moscou. Nous retrouvons Alexis Tikhonov, un des collègues de Dimitri, au musée paléontologique de Saint-Pétersbourg. L'Académie des sciences russes est favorable au commerce de l'ivoire de mammouth, car il permet de financer des expéditions scientifiques. On peut trouver des restes de mammouth en assez grande quantité en Amérique du Nord et dans la partie ouest de la Russie et en Europe. Mais là-bas, on ne trouve que des ossements. Pour trouver des os avec de la chair, il faut aller en Sibérie. Pour nous, scientifiques, les découvertes les plus intéressantes sont celles qui amènent de nouvelles informations
afin de comprendre le mode de vie des mammouths, comment ils vivaient et se nourrissaient. Grâce à certaines analyses, on a pu trouver dans leurs viscères des végétaux en partie digérés. Le seul mammouth adulte entier a été découvert en 1799. C'est le mammouth Adams. Ensuite, on a trouvé des bébés mammouths qui proviennent de la région de Magadan. Les autres ne sont que des fragments de squelettes avec des chairs et de la peau. On peut estimer qu'en 200 ans, on n'a découvert qu'un seul spécimen entier de mammouth. Sur ces étagères, on peut voir des os, des mâchoires et des dents de mammouth. C'est une salle unique. Les scientifiques qui participent à des expéditions parcourent la toundra animés par une véritable passion. Pour eux, c'est un terrain de recherche qu'ils connaissent bien. Pour ceux qui chaque été recherchent des défenses, c'est une véritable souffrance. Dans des régions hostiles, ils doivent parcourir à pied des dizaines de kilomètres dans la toundra. La quantité de défense qu'ils découvrent dépend du nombre de kilomètres parcourus le long des côtes, des lacs et des rivières. Parfois, ça finit tragiquement. L'année dernière, un de ces hommes a disparu car il s'était égaré. La disparition du mammouth est sans doute due au changement climatique. Ces longues incisives constituent de redoutables défenses. Il ne se nourrissait que d'herbes. Habitué au climat froid, son corps était couvert d'une fourrure de laine épaisse et de poils qui pouvaient atteindre 50 cm de longueur. Il y a 10 000 ans, le climat de la planète se réchauffe, la steppe s'appauvrit, la toundra devient marécageuse, les arbres poussent, l'espèce ne s'est pas adaptée. La transformation de son environnement fut sans doute fatale au mammouth laineux, mais son extinction demeure encore un mystère. Pour Fedia et son équipe, perdus sur l'île Liakovski, battus par les vents qui soufflent souvent en tempête, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque héroïque. Leur matériel est vétuste, ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord et constamment réparer leurs différents engins mécaniques. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. La toundra, c'est la toundra. Et elle est pleine de sable. C'est pour cela que les chenilles se cassent souvent. C'est du vieux matériel. Il faut faire avec. Et pour le travail, où aller? Il faut bien vivre. Arrête, tu vas endommager le caoutchouc des roues. Aujourd'hui, malgré une météo exécrable, une équipe part avec l'engin tout-terrain vers un coin de la toundra où une défense a été repérée précédemment. La cabine du véhicule n'est pas assez spacieuse pour contenir tous les hommes. Certains font donc le voyage sur le toit, malgré la pluie. Après plusieurs heures de trajet,
l'étrange convoi s'immobilise. Cette fois-ci, les chasseurs d'ivoire ont recours à une technique d'extraction différente. Après avoir dégagé l'extrémité de la défense, ils mettent en batterie un petit fourneau à bois. Comme le combustible n'est pas parfaitement sec, ils utilisent de l'essence pour faire démarrer le feu. Il y a quelques jours, 2 de nos gars marchaient au hasard dans la toundra et ils l'ont découverte. Ils l'ont un peu dégagée et maintenant on finit le travail. Après avoir dégagé 50 cm de terre, ils installent le fourneau, le poêle chauffe de l'eau et dégage de la vapeur. Cette vapeur va permettre de faire fondre peu à peu le sol gelé autour de la défense. Потом вычерпали, напалим, потом еще раз сколем, да? Палим, ребят, кочегарим. Посмотри, может там еще один растет. Au cours de cette journée, ils répéteront plusieurs fois ces mêmes gestes avant de retourner la nuit tombée à la base. Все, убираем, все, быстренько, поехали. Заливай водой, да? Вот это надо выдавить сразу. Не расстройся. Да ладно, вчера точно такой же. Нет, тут получше, да? Кого? Гуси, что ты? Это, Игорь, тебе А будет связано, что? А это с наконечником. Я слышал вот про мамонтов, вот про все это. J'avais beaucoup entendu parler des mammouths. Найти что-нибудь. Je voulais voir cela, et moi aussi découvrir quelque chose. Для себя радость, для всех радость. Если находишь, Lorsque tu trouves, c'est une véritable joie pour toi et tous les autres. ну это уникально. Tout cela est exceptionnel. Тут надо просто смелым людям быть. Потому что не смелый человек здесь не сможет. Pour vivre dans ces conditions, il faut beaucoup de courage. Sans cela, c'est impossible. Не такие, как везде. Вдоль берега Ici, les никак не rivages sont пойдет. abrupts. Потому что C'est ответственность dangereux de большая. marcher au-dessous de tonnes de glace et de terre. Все, нету человека. А ответственность тут по 10, по 20 Les hommes qui n'ont pas l'habitude du Ну, terrain теряет peuvent человек, facilement y rester. который не побывал в таких ситуациях. И на будущее Mais je conseille à tous de tenter une telle expérience. это красиво и великолепно. Бент родился. Так, вы видите, что камеры нет, как вчера говорили. Давай. Nous sommes à la fin du mois d'août. Ici, les conditions météorologiques changent rapidement et un temps hivernal peut s'installer à tout moment. Mais les chasseurs n'ont pas encore atteint leur quota. Алло, Паша? Allô, Pacha? Что, не будешь, что ли? Tu seras là au rendez-vous? Конечно. Non? C'est dommage. À Moscou, Nikolai vend de l'ivoire brut. Mais sa véritable passion, ce sont les jeux d'échecs. En Russie, la création de pièces en ivoire taillé est une tradition ancestrale. Plusieurs artistes travaillent pour Nikolai dans leur atelier. Ils sculptent des pièces uniques qui seront ensuite fabriquées en Chine à moindre coût et en plus grande série.
Je suis dans la phase finale de ce travail. On ne peut plus utiliser la fraise. Avec cet outil, je travaille sur les détails les plus fins. Вот из этого куска Pour fabriquer un jeu d'échecs complet, для того, чтобы il сделать faut un morceau de défense comme celui-ci. шахматный набор, нужен вот такой кусок. Здесь порядка Il pèse environ 17 kilos. 17 килограмм. Алло, слушай, я ж тебе забыл сказать, это Тимощук. Мы же сейчас фильм делаем о шахматах, о мамонтовой кости. Nikolai m'a demandé de faire ce travail. J'y ai mis toute mon inspiration en utilisant les traditions de la sculpture slave. Les Russes jouent très bien aux échecs. Et en plus, nous réalisons de très beaux designs. Les échecs font partie de la culture russe. Car depuis un siècle, les plus grands champions sont russes. Ce jeu coûte de 10 000 à 15 000 $. Tout dépend du client que je vais trouver. Nikolai se prépare pour une soirée importante. Il doit dîner avec le grand champion du monde d'échecs, Anatoly Karpov. Et il va lui présenter sa nouvelle production. Pour ce projet, Karpov doit servir d'image de marque commerciale à travers le monde. Я говорю, ну, Костя, ну, понимаешь, это другая культура, это Китай, там, ну, это вообще... Это другой? Да. Это Одиссей. Peu de gens ont la chance de tenir entre leurs mains un objet créé à partir d'une matière vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est la couleur naturelle d'un morceau de défense de mammouth. Что касается мамонта и кости мамонта, то это как бы Utiliser de l'ivoire de mammouth ne nuit à personne et nous avons beaucoup de chance d'en avoir en Russie. И как раз мы этим и занимаемся. C'est extraordinaire de pouvoir fabriquer des jeux d'échecs avec cette matière, ce qui nous procure des exemplaires uniques au monde. Из слоновой кости, то тогда мы получаем совершенно уникальные экземпляры. Au même moment, à Saint-Pétersbourg, une artiste qui travaille pour Nikolai est en pleine action. Valeria Mokieva est très réputée en Russie. Ses ancêtres sont sculpteurs depuis le XVIIe siècle. Valeria crée des œuvres originales dont le prix n'est pas à la portée de tous. Это вообще удивительно уникальный материал. Он очень красивый. C'est véritablement un matériau exceptionnel. И в то же время и капризный, и à la fois doux et dur, capricieux, son contact donne une sensation de chaleur et de vie. Жизни. Коллекция-то была больше. Ma collection était plus importante. J'ai déjà vendu quelques pièces. Et comme nos musées russes ne sont pas riches, je leur fais des prix adaptés. Mais si l'acheteur vient d'Occident, le prix de mes œuvres va de 7 000 à 16 000 $. Тут цены идут от $7 000 до 16-17 тысяч $ за вещь. Dans l'église de la forteresse Pierre et Paul, Valeria a reconstitué avec son équipe une croix apostolique de l'époque de Pierre le Grand. Cette croix avait mystérieusement disparu. Valeria lui a redonné vie.
Tout cela a été réalisé avec de l'ivoire de mammouth. Les médaillons, les colonnes. À l'époque de Pierre le Grand, ils avaient utilisé de l'ivoire d'éléphant. Moi, j'utilise de l'ivoire de mammouth. Sur ce médaillon, on peut observer une petite fissure. C'est le nerf qui était à l'intérieur de la défense. Nikolai se rend à Hong Kong, plaque tournante de son business. Il gagne plus d'argent avec des produits finis qu'avec la vente de l'ivoire brut. Il doit rencontrer son client le plus important, M. Deng, et son frère. Ils ont besoin de 10 tonnes d'ivoire par an. Cet or blanc est très recherché pour sa texture et sa durabilité. On lui prête même, une fois moulu, des vertus aphrodisiaques. Depuis plusieurs siècles, une forte demande provient des pays asiatiques. I suggest you try to refuse. We have some, maybe about 600 kilos. I know. Still in the north. Ça fait 2 mois qu'aucun avion n'a pu venir du nord de la Sibérie. Je n'ai donc pas pu vous livrer. Il nous faut plus d'ivoire. Je sais, je sais. Nous manquons de matières premières pour nos sculpteurs. C'est une mauvaise situation. Eh oui, je sais. Et je vous promets de la marchandise pour le mois prochain. We are collecting now. Now we have about 300 up to 400 and collecting material. That's not enough. I know. Actually, this Texas we already sold to. Nous avons déjà vendu cette défense sculptée à un acheteur français de Paris. Elle coûte $10 000. $10,000 a piece. Nous sommes dans un des 2 ateliers de M. Deng. Ici, les ouvriers travaillent à la chaîne pour un salaire bien inférieur à celui pratiqué en Russie. Les Chinois sont depuis longtemps spécialisés dans la sculpture sur ivoire. Elle fait partie de leur tradition ancestrale. M. Deng écoule sa production aussi bien avec des clients chinois, américains ou européens. Nikolai est notre principal fournisseur, mais nous en avons d'autres en Russie. That's why it was urgent. I call you by telephone. De retour à la boutique, Nikolai et M. Deng négocient âprement les prix, la qualité de l'ivoire de mammouth et les délais de livraison. Maybe 50% A, 50% B. So if I'm paying this price. We ever have this mammoth tusk. Cette superbe défense de mammouth pèse 100 à 120 kilos. C'est très rare d'avoir une défense de cette taille, d'une telle qualité. Il faudra à nos artistes environ 8 mois pour la sculpter avec différents personnages et un design chinois. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Follow, bye. Nikolai s'est arrangé avec ses clients chinois.
Un stock d'ivoire doit leur parvenir d'ici 3 jours. Toujours aussi pressé, il part à Honolulu pour d'autres rendez-vous d'affaires. Le marché chinois et Hong Kong sont bien loin des préoccupations quotidiennes des chasseurs d'ivoire. Aujourd'hui, ils repartent avec leur engin tout-terrain, fraîchement réparé, vers un site où 2 hommes ont trouvé des traces qui laissent espérer une découverte exceptionnelle. Pour ces hommes, la découverte d'un mammouth n'est pas devenue banale. C'est à chaque fois un événement formidable, susceptible de révéler les conditions de la vie et de la nature au temps préhistorique. Aujourd'hui, les chasseurs sont récompensés de leurs efforts. Voilà de la chair de mammouth. Elle était collée à cet endroit, sur cet os. On l'a trouvée par hasard et on va tenter de voir ce qu'il y a plus loin. Il y a peut-être le crâne. Pour le moment, on ne peut rien dire. Nous n'avons trouvé que des petits morceaux. Regardez, des poils de mammouth. Un poil de mammouth coûte très cher. Un seul vaut 15 $. Regardez, regardez là. Encore de la viande. Peu à peu, les chasseurs vont extirper de la glace les fragments d'un squelette de mammouth. Ils reconstituent une jambe du pachyderme. Après une journée de travail sur différents points de l'île, les chasseurs ont rejoint la base et déchargent leur récolte. Pour eux, la saison a été bonne. Il est maintenant temps d'étiqueter tous les os et de conditionner les défenses. Бивни удобнее всего те, которые не коллекционные, а те, которые пойдут в качестве сырья. Les défenses qui ne sont pas de collection, on les découpe, à la fois pour que ce soit plus facile de les transporter, mais également pour voir leur qualité. Voilà la vie de ces hommes. Ils ne la conçoivent pas de façon différente. Ils pourraient faire du commerce, devenir des bandits sur le continent, mais ils ne se voient pas ailleurs. Ils peuvent très bien parfois dire que ces zones ne les intéressent pas. Ils sont trop peu payés pour leur travail. Mais lorsqu'on voit avec quelle précaution ils les ramassent, on comprend que c'est leur mode de vie et qu'ils aiment ça.
Здесь ловилась рыба. Ce poisson a été pêché ici. Mes amis ont posé des filets et la saison a été bonne. Cela fait 20 ans que je vis dans le Grand Nord. Comme tous les vrais Sibériens, je sais que je peux survivre dans n'importe quelle situation. Sur le continent, il n'y a plus rien qui m'attire. Ici, je me suis complètement adapté. Je me suis presque congelé, comme un mammouth. Si les conditions météo sont bonnes, demain, un hélicoptère va venir prendre Dimitri et une partie de la récolte. C'est l'occasion d'un repas bien arrosé avant que l'équipe ne se sépare. Malgré la pluie et un vent violent, les hélicoptères atterrissent sur l'île Liakovski. Pour Dimitri et une partie de son équipe, c'est le moment du départ. La cargaison est vite chargée, direction le continent et la ville de Tixi. Dimitri a pris place dans un avion charter, à moitié pour les passagers et à moitié pour du fret. Ici, les vols réguliers n'existent plus. Cet avion déglingué a beaucoup d'heures de vol. Il va rejoindre en 2 jours la capitale russe. Grâce à cette cargaison, Nikolai va pouvoir livrer ses clients chinois. Tixi s'engourdit doucement dans le froid. Bientôt, ce sera la nuit polaire, qui va durer plusieurs mois. Le commerce de l'ivoire provenant des défenses d'éléphants est interdit depuis 1989. Le mammouth est venu au secours de son lointain cousin d'Afrique. Ce gros animal chevelu et débonnaire a aujourd'hui laissé la place à ces forçats de l'ivoire qui parcourent chaque été la toundra à la recherche d'un trésor prisonnier des glaces éternelles.